La question est venue un dimanche après-midi, alors que je rangeais la cuisine après le déjeuner. Ma petite fille Léa était assise à la table, occupée à dessiner des princesses et des licornes avec ses crayons de couleur, quand elle a levé les yeux et a dit avec cette naturalité déconcertante propre aux enfants: « Mamie, pourquoi papa change de vêtements et pleure dans la voiture avant d'entrer à la maison ?» J'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Mon nom est Monique Laurent, j'ai 67 ans. Je vis à Lyon depuis toujours, et à cet instant précis, j'ai compris que quelque chose de très grave se passait juste sous mon nez sans que personne ne l'ait remarqué. J'ai tenté de garder mon calme, essuyé mes mains sur mon tablier brodé et me suis assise à côté d'elle, sentant mon cœur marteler violemment dans ma poitrine. Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire exactement par là, en choisissant mes mots avec précaution pour ne pas l'effrayer. Léa m'a expliqué avec une simplicité désarmante que tous les soirs, quand son père rentrait du travail, il restait dans la voiture garée dans le garage pendant très longtemps. Elle pouvait tout entendre parce que sa chambre se trouvait juste au-dessus. Et à travers le vieux plancher en bois de la maison, elle percevait des sanglots étouffés, le froissement de vêtements qu'on enlève et qu'on enfile, le bruit caractéristique d'un flacon de parfum qu'on vaporise. Ce n'est qu'après tout ce rituel qu'il entrait enfin dans la maison, un sourire plaqué sur le visage, embrassait son épouse, jouait avec sa fille, faisait semblant que tout allait parfaitement bien. Mais Léa savait que ce n'était pas le cas. Et maintenant, moi aussi je le savais. Mon gendre Julien m'avait toujours semblé être un homme exemplaire, un pilier de droiture et de dévouement. Il était pompier depuis 15 ans, travaillait à la caserne de la rue de la République, en plein cœur de Lyon, et toute la famille l'admirait pour son courage et sa dévotion au service des autres. Ma fille Camille l'avait épousé il y a 10 ans, lors d'une magnifique cérémonie dans une petite église de Fourvière, et depuis, ils avaient construit une vie qui semblait solide, heureuse, harmonieuse. Mais cette question innocente de Léa venait de projeter une lumière sinistre sur tout ce tableau apparemment parfait. Pourquoi un homme aurait-il besoin de pleurer en cachette? Pourquoi changerait-il de vêtements avant d'entrer dans sa propre maison? Pourquoi dissimulerait-il quelque chose à la famille qu'il était censé aimer plus que tout au monde? Dans les jours qui ont suivi cette révélation troublante, j'ai commencé à observer avec une attention minutieuse. Je ne parvenais plus à chasser cette image de mon esprit. J'ai pris l'habitude de rendre visite à ma fille plus fréquemment, toujours en fin d'après-midi, précisément à l'heure où Julien terminait son service et rentrait à la maison. Camille ne se doutait de rien. Elle pensait simplement que je m'ennuyais et que j'avais envie de passer plus de temps avec ma petite fille. Et je la laissais croire cela, pendant que mes yeux captaient chaque détail suspect, chaque mouvement inhabituel, chaque signe révélateur. Et les signes étaient là, criants, impossibles à ignorer une fois qu'on savait où regarder. Un jeudi soir pluvieux de novembre, j'ai décidé de pousser mon investigation plus loin. Je suis arrivé chez eux peu avant 19 heures. Lyon était plongé dans une brume froide et humide, typique de cette période de l'année, et les rues pavées brillaient sous la lumière jaunâtre des lampadaires anciens qui donnent à la ville ce charme si particulier. La maison de Camille et Julien se situait dans un quartier paisible, près du parc de la Tête d'Or. Une belle construction bourgeoise de 3 étages, avec un petit jardin à l'avant et un garage latéral équipé d'une porte automatique. J'ai garé ma voiture dans la rue, un peu plus loin, et j'ai fait semblant de consulter mon téléphone tout en gardant un œil vigilant sur l'entrée. 20 minutes plus tard, la Renault Mégane grise de Julien, qu'il entretenait toujours impeccablement, est apparue au coin de la rue. Il a manœuvré pour entrer dans le garage et la porte automatique s'est refermée derrière lui dans un ronronnement mécanique. Et puis, plus rien. Un silence absolu et oppressant. Je suis restée là, assise dans ma propre voiture dont le moteur refroidissait lentement, observant ce garage fermé comme s'il s'agissait de l'entrée d'un tombeau renfermant des secrets indicibles. 15 minutes se sont écoulées avec une lenteur insupportable. Puis 20, puis 30. La lumière à l'intérieur du garage était allumée. Je pouvais apercevoir sa lueur faible qui s'échappait par les interstices de la porte métallique. Que faisait-il là-dedans pendant tout ce temps? Que pouvait bien cacher un homme marié, père de famille, pompier respecté par tous, dans l'intimité de son propre véhicule chaque soir?
La réponse la plus évidente, la plus douloureuse aussi, a commencé à prendre forme dans mon esprit comme une tumeur maligne qui grossit inexorablement. Une liaison extra-conjugale. Cela ne pouvait être que ça. Il voyait une autre femme, et il utilisait ce temps dans le garage pour effacer méticuleusement tous les indices compromettants avant d'entrer jouer la comédie du mari parfait. Cette simple hypothèse m'a retourné l'estomac et m'a donné la nausée. Camille ne méritait absolument pas ça. Elle était une mère dévouée qui se donnait corps et âme, travaillait comme institutrice dans une école primaire municipale du quartier de la Croix-Rousse, s'occupait de la maison avec un soin méticuleux, de sa fille avec une tendresse infinie, de son mari avec un amour sincère, bref, de tout et de tous. Et Léa, ma petite fille douce et innocente au regard plein d'étoiles, que deviendrait-elle si la famille implosait? Je ne pouvais pas laisser cela se produire. Pas sans avoir d'abord la certitude absolue de ce qui se tramait réellement sous mes yeux. J'ai alors commencé une véritable enquête, menée avec le soin méticuleux et la discrétion d'une détective déterminée à ne pas être découverte avant d'avoir réuni toutes les preuves nécessaires. Je me suis mise à collecter de petites évidences à chaque fois que je visitais la maison. Un jour, pendant que Camille était montée à l'étage pour aider Léa avec ses devoirs de mathématiques, je suis entrée dans le garage avec la fausse excuse de chercher un vieux vase en porcelaine que j'avais entreposé là plusieurs mois auparavant. C'est à ce moment-là que je l'ai vu. Dans le coffre du véhicule de Julien, partiellement dissimulé sous une couverture polaire bleue, se trouvait un sac en plastique noué hermétiquement. Mon cœur s'est emballé dangereusement. J'ai jeté un regard par-dessus mon épaule pour m'assurer que j'étais bien seule, que personne ne descendait l'escalier, puis j'ai ouvert le sac avec des mains tremblantes d'appréhension. À l'intérieur, il y avait 2 chemises de travail appartenant à Julien, toutes 2 présentant d'étranges taches sombres sur les manches et sur le devant, des taches brunâtres qui auraient pu être n'importe quoi, mais que mon imagination enfiévrée associait immédiatement à quelque chose de terrible. Il y avait également un flacon vide d'un parfum masculin au prix exorbitant, de ceux qu'on trouve dans les parfumeries chics du centre de Lyon, et un reçu froissé provenant d'un parking payant. J'ai saisi le reçu et l'ai déplié avec des gestes précautionneux, comme s'il s'agissait d'une pièce à conviction dans une affaire criminelle. Il provenait d'un immeuble situé rue Garibaldi, de l'autre côté de la ville, à l'opposé de son lieu de travail, et était daté de 3 jours auparavant. Pourquoi diable Julien se garait-il là-bas? La caserne des pompiers se trouvait dans la direction complètement opposée. J'ai noté mentalement l'adresse exacte, avec une précision obsessionnelle, puis j'ai tout remis soigneusement en place, exactement comme je l'avais trouvé. Le cœur battant si fort dans ma poitrine que j'avais peur que Camille puisse l'entendre depuis le premier étage. Je sais que certaines d'entre vous qui m'écoutent dans ce moment ont peut-être déjà vécu quelque chose de similaire. Cette sensation terrifiante que le sol disparaît sous vos pieds, que tout ce qui paraissait solide et stable était en réalité construit sur du sable mouvant. Si vous êtes là, de l'autre côté de l'écran, et que vous sentez que cette histoire touche quelque chose de profond en vous, laissez un commentaire pour me dire d'où vous nous écoutez. Parfois, partager la douleur avec quelqu'un qui comprend vraiment rend le fardeau un peu plus léger à porter. Et si cette histoire résonne en vous, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton « J'aime ». Parce que des histoires comme celle-ci ont besoin d'être racontées. Elles doivent être entendues, surtout par celles qui en ont le plus besoin pour savoir qu'elles ne sont pas seules dans leur épreuve. Au cours des jours suivants, j'ai découvert d'autres indices tout aussi troublants. En fouillant discrètement dans le sac à dos que Julien laissait systématiquement accroché dans le couloir d'entrée, j'ai trouvé plusieurs reçus d'un café appelé Le Petit Coin, un établissement qui se situait à exactement 2 rues de l'adresse du parking mystérieux. Les tickets de caisse indiquaient toujours le même créneau horaire, entre 15 et 16 heures, précisément pendant les jours où il était censé être en service à la caserne. Pourtant, Camille n'avait jamais mentionné que son mari fréquentait cet endroit. Julien lui-même n'en avait jamais parlé lors des dîners en famille. Le silence qui entourait ces petits mensonges quotidiens était assourdissant et de plus en plus inquiétant. J'ai finalement pris la décision qu'il me fallait des preuves concrètes et irréfutables avant d'oser le confronter ou de révéler quoi que ce soit à ma fille. Je ne pouvais pas me permettre de risquer de détruire une famille entière en me basant uniquement sur des soupçons, aussi solides et cohérents qu'ils puissent paraître.
Alors, un mardi après-midi, où je savais pertinemment que Julien avait sa journée de repos, j'ai pris ma voiture et me suis rendu jusqu'à la fameuse rue Garibaldi. L'immeuble correspondant au reçu était un bâtiment moderne et élégant, tout en verre et en béton, avec un parking souterrain et une entrée discrète gardée par un portier. Je me suis garé de l'autre côté de la rue et j'ai attendu, me sentant à la fois ridicule et terriblement déterminé. 2 longues heures se sont écoulées dans une attente qui me paraissait interminable. J'étais sur le point d'abandonner et de rentrer chez moi quand j'ai aperçu la Renault grise de Julien qui s'engageait dans la rampe du parking souterrain. Mon sang n'a fait qu'un tour. Je suis sorti précipitamment de ma voiture et j'ai traversé la rue en essayant de paraître aussi naturel que possible, le cœur dans la gorge, les jambes flageolantes sous l'effet de l'adrénaline. Je suis entré dans l'immeuble juste derrière lui, maintenant une distance suffisante pour ne pas être repéré, mais assez proche pour ne pas le perdre de vue. Il a pris l'ascenseur et j'ai observé attentivement le panneau lumineux qui indiquait les étages. 3e étage. J'ai attendu que la cabine redescende, le souffle court et les mains moites. Puis je suis monté à mon tour, mon esprit tournant à 100 à l'heure en imaginant ce que j'allais découvrir. Quand les portes se sont ouvertes au 3e étage, je me suis retrouvé face à un couloir silencieux et feutré, éclairé par des appliques murales tamisées, avec seulement 4 portes. Toutes portaient des plaques professionnelles discrètes en laiton poli. 2 appartenaient à des cabinets d'avocats, une 3e était celle d'un expert comptable, et la dernière, celle qui se trouvait tout au fond du couloir dans une alcôve légèrement en retrait, affichait une plaque sobre qui disait simplement « Dr Marc Fontaine ». Psychologue clinicien. Psychologue. Je suis resté paralysé devant cette plaque, complètement figé, essayant désespérément de comprendre ce que cela pouvait bien signifier. Julien consultait un psychologue, en secret absolu, loin de sa famille, loin de tout le monde, dans la clandestinité la plus totale. Mais pourquoi? Quel genre de secret pouvait être si lourd, si accablant, qu'il devait être caché même à ceux qui l'aimaient le plus au monde? Mon esprit s'est mis à tourner en rond, tentant frénétiquement d'assembler toutes les pièces de ce puzzle incompréhensible. Les vêtements tachés cachés dans le coffre, les pleurs étouffés dans la voiture, le parfum fort vaporisé pour masquer quelque chose, la thérapie secrète avec un psychologue spécialisé. Rien de tout cela ne correspondait au schéma classique d'une simple liaison extra-conjugale. C'était quelque chose de beaucoup plus profond, de plus sombre, de plus complexe et troublant. Je suis rentré chez moi cet après-midi-là avec encore plus de questions que de réponses, mais avec une certitude qui s'était cristallisée dans mon esprit. Je devais absolument confronter Julien. Je ne pouvais plus laisser cette situation perdurer. Je ne pouvais pas permettre que ma fille continue à vivre dans le mensonge et l'ignorance. Je ne pouvais pas laisser Léa grandir dans une maison emplie de secrets toxiques et de douleurs soigneusement dissimulées. Mais je devais procéder de la bonne manière, sans accusation précipitée et injuste, sans détruire ce qui pouvait peut-être encore être sauvé et réparé. J'ai donc attendu patiemment le moment propice. Un vendredi soir, j'ai téléphoné à Camille et lui ai proposé de prendre Léa pour qu'elle dorme chez moi, comme nous le faisions régulièrement depuis qu'elle était toute petite. Camille a accepté avec joie, heureuse à l'idée de profiter d'une soirée tranquille en tête-à-tête avec son mari. J'ai récupéré Léa à 18 heures précises, embrassé tendrement ma fille sans rien laisser transparaître de mes intentions, et promis de ramener la petite le lendemain après le déjeuner. Mais au lieu de rentrer directement chez moi comme prévu, j'ai fait un détour calculé. Je suis retourné dans leur quartier et me suis garé à 2 rues de distance, avec Léa profondément endormie sur le siège arrière, épuisée après une longue journée à l'école. À 19h15 exactement, j'ai vu la voiture de Julien tourner au coin de la rue et s'engager dans l'allée menant au garage. La porte automatique s'est refermée derrière lui, et une fois de plus, ce silence dense, étouffant, insupportable, s'est installé. J'ai laissé Léa dormir paisiblement dans la voiture, vérifié que les portières étaient bien verrouillées, et j'ai marché d'un pas déterminé jusqu'à la maison. Mon cœur battait comme un tambour de guerre résonnant dans ma poitrine. J'ai sonné à la porte, et Camille a ouvert presque immédiatement, visiblement surprise et légèrement inquiète de me voir là. « Maman, il s'est passé quelque chose avec Léa ?»
Elle va très bien. Elle dort dans la voiture. Mais j'ai besoin de parler à Julien, maintenant. » Le visage de Camille a changé d'expression instantanément, une ombre de profonde préoccupation traversant ses traits délicats. Avant qu'elle ne puisse formuler une autre question, Julien est apparu dans l'encadrement de la porte qui menait du garage à la maison, portant encore sa chemise de travail froissée, les yeux rouges et gonflés, le visage marqué par une fatigue qui dépassait largement le simple épuisement physique d'une journée de travail. Il m'a vu, et quelque chose en lui s'est brisé net. Quelque chose qui était fissuré depuis très longtemps a finalement cédé complètement. « Monique ?» a-t-il commencé d'une voix étranglée qui ne lui ressemblait pas. « Nous devons parler », ai-je dit en plantant fermement mon regard dans le sien sans détourner les yeux. Maintenant. Tous les trois. Julien me guida vers le salon, d'un pas lourd, comme un condamné marchant vers l'échafaud. Camille nous suit, le visage blême, ses mains tremblant légèrement alors qu'elle referme la porte d'entrée derrière nous. L'atmosphère dans la pièce est étouffante, chargée d'une tension qui semble aspirer tout l'oxygène. Je m'assieds sur le canapé en face de lui. Camille reste debout près de la cheminée éteinte, les bras croisés, le regard allant de moi à son mari avec une inquiétude grandissante. Julien s'effondre dans le fauteuil, enfouit son visage dans ses mains, et pendant un long moment, personne ne dit rien. Le silence est brisé uniquement par le tic-tac de l'horloge ancienne accrochée au mur, celle que j'avais offerte à Camille pour leur 5e anniversaire de mariage. Chaque seconde qui passe semble une éternité. Finalement, je prends la parole, ma voix sortant plus ferme que je ne l'aurais cru possible. Léa m'a posé une question il y a quelques jours. Elle voulait savoir pourquoi tu pleures dans la voiture tous les soirs avant d'entrer à la maison. Camille sursaute, comme si je l'avais giflée. Elle se tourne vers Julien, les yeux écarquillés, cherchant une explication, un démenti, n'importe quoi qui pourrait effacer ce qu'elle vient d'entendre. Mais Julien ne lève pas les yeux. Il reste là, recroquevillé sur lui-même, les épaules secouées par des sanglots silencieux qu'il essaie désespérément de contenir. « C'est vrai ?» demande Camille, sa voix à peine audible. « Tu pleures tous les soirs dans la voiture ? Depuis quand ?» Je continue, ne lui laissant pas le temps de répondre, parce que je sais que s'il commence à parler maintenant, il mentira, il trouvera une excuse, il construira un mur encore plus haut entre lui et la vérité. « J'ai trouvé des choses, Julien. Des chemises tachées cachées dans ton coffre, des reçus d'un parking rue Garibaldi, des tickets d'un café que personne dans cette famille ne connaît. Et j'ai découvert où tu vas vraiment pendant tes après-midi. Le docteur Fontaine. Tu vois un psychologue en cachette depuis combien de temps ? » Le silence qui suit ma révélation est assourdissant. Camille porte une main à sa bouche, les larmes commençant à couler sur ses joues. Elle s'approche de Julien, s'agenouille devant lui, pose ses mains sur ses genoux, essayant de le forcer à la regarder. « Julien, s'il te plaît, parle-moi. Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que tu caches ?» Il lève enfin les yeux, et ce que je vois dans son regard me glace le sang. Ce n'est pas de la culpabilité, ce n'est pas de la honte, c'est quelque chose de bien plus profond et terrifiant. C'est du désespoir à l'état pur, le genre de désespoir qui consume une âme de l'intérieur, qui la ronge jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien qu'une coquille vide. « Je ne peux pas, » murmure-t-il, sa voix brisée. « Je ne peux pas vous le dire. Vous ne comprendriez pas. Personne ne peut comprendre. » Camille se met à pleurer ouvertement maintenant, agrippant les mains de son mari comme si elle pouvait l'empêcher de s'éloigner encore plus. Mais je ne pleure pas. Je reste assise là, droite, inflexible, parce que je sais que si je montre la moindre faiblesse, il se repliera complètement sur lui-même et nous perdrons toute chance d'atteindre la vérité. Alors aide-nous à comprendre, je dis doucement. Aide ta femme et ta fille à comprendre pourquoi leur mari et père disparaît un peu plus chaque jour. Aide-moi à comprendre pourquoi l'homme qui était comme un fils pour moi se cache dans sa voiture pour pleurer, au lieu de chercher du réconfort auprès de ceux qui l'aiment. Les mots semblent le toucher d'une manière que rien d'autre n'avait fait. Il relève la tête, croise mon regard, et pendant un instant fugace, je vois le Julien d'avant, celui qui riait au repas de famille, celui qui portait Léa sur ses épaules dans le parc, celui qui embrassait ma fille comme si elle était la chose la plus précieuse au monde. « Il y a 3 mois, commence-t-il enfin, sa voix tremblante.
Nous avons été appelés pour un incendie dans un immeuble résidentiel près de la gare de Perrache. C'était un soir de semaine, vers 20 heures. Quand nous sommes arrivés, les flammes avaient déjà englouti les 2 premiers étages. Les gens criaient depuis les fenêtres, certains sautaient, d'autres essayaient de descendre par des draps noués. C'était le chaos absolu. Il s'arrête, prend une inspiration profonde qui ressemble plus à un sanglot étouffé, puis continue. Mon équipe a réussi à évacuer presque tout le monde. Nous pensions avoir terminé quand une femme a hurlé qu'il y avait encore un enfant au 3e étage, dans l'appartement du fond. Une petite fille de 9 ans, le même âge que Léa. Camille laisse échapper un gémissement, portant ses mains à son visage. Je sens mon propre cœur se serrer, comprenant soudain où cette histoire nous mène, redoutant chaque mot qui va suivre. Je suis monté, poursuit Julien, les yeux fixés sur un point invisible devant lui, comme s'il revivait chaque seconde de cette nuit. La fumée était si dense que je ne voyais rien, même avec le masque. La chaleur était insupportable. J'ai appelé encore et encore, jusqu'à ce que j'entende une petite voix faible venant d'une chambre. Je l'ai trouvée recroquevillée sous son lit, à moitié inconsciente. Elle avait des cheveux blonds comme Léa. Elle portait un pyjama rose avec des licornes, exactement comme celui que Léa a. Sa voix se brise complètement à ce moment-là, et il sanglote ouvertement, sans retenue, toute la douleur accumulée pendant des mois se déversant enfin. Camille le prend dans ses bras, pleurant avec lui, et je reste là, figée, comprenant l'ampleur de la tragédie qui s'est abattue sur cet homme sans que personne ne s'en aperçoive. Je l'ai prise dans mes bras et j'ai couru vers la sortie, continue-t-il entre 2 sanglots. Mais le plafond s'est effondré derrière nous. Une poutre enflammée m'a frappé au dos. J'ai trébuché. Je suis tombée. Elle est tombée de mes bras. J'ai essayé de la rattraper, mais ma main a glissé. Je l'ai rattrapée par le bras, je l'ai serrée contre moi et j'ai continué à courir. Quand nous sommes sortis de l'immeuble, j'ai cru que nous avions réussi. J'ai cru que je l'avais sauvée. Le silence qui suit est insoutenable. Camille lève les yeux vers lui, attendant la suite qu'elle redoute déjà. Mais elle ne respirait plus, murmure Julien. La fumée l'avait tuée avant même que je la trouve. Je l'ai prise dans mes bras, morte, et je l'ai portée hors de cet enfer en pensant que je la sauvais. Les ambulanciers ont essayé de la réanimer pendant 20 minutes. 20 minutes pendant lesquelles j'ai prié, supplié, promis n'importe quoi à Dieu s'il la ramenait. Mais elle est morte dans mes bras. Cette petite fille de 9 ans qui ressemblait tellement à notre Léa est morte dans mes bras. Camille pousse un cri étouffé et s'effondre complètement, pleurant contre l'épaule de son mari. Je sens mes propres larmes couler sur mes joues, incapable de retenir plus longtemps l'émotion qui m'étreint. Tout prend sens maintenant. Les chemises tachées n'étaient pas des preuves d'une liaison. C'étaient les uniformes qu'il ne supportait plus de porter après cette nuit-là. Le parfum fort n'était pas pour masquer l'odeur d'une autre femme. C'était pour masquer l'odeur de fumée et de mort qui semblait imprégnée dans sa peau. Les pleurs dans la voiture n'étaient pas de la culpabilité d'un mari infidèle. C'était le poids insoutenable d'un traumatisme qu'il portait seul, convaincu qu'il devait être fort pour sa famille. « Pourquoi tu ne nous as rien dit ?» demande Camille, entre 2 sanglots. « Pourquoi tu as porté ça tout seul pendant tout ce temps ?» Julien la regarde avec des yeux rougis, épuisés, vidés de toute force. « Parce que je suis pompier, » répond-il simplement. « Je suis censé être fort, je suis censé sauver les gens, pas les regarder mourir. Comment je pouvais rentrer à la maison et vous dire que j'avais échoué ? Comment je pouvais regarder Léa dans les yeux en sachant qu'une petite fille de son âge était morte, parce que je n'avais pas été assez rapide, assez fort, assez bon ? Ce n'était pas ta faute, je dis fermement, me levant du canapé pour m'approcher d'eux. Tu as fait tout ce que tu pouvais. Tu as risqué ta vie pour essayer de la sauver. Personne ne pourrait te reprocher quoi que ce soit. Mais il secoue la tête, refusant d'accepter mes paroles, enfermé dans sa propre prison de culpabilité et de douleur. Vous ne comprenez pas. Chaque fois que je ferme les yeux, je la vois. Chaque fois que je regarde Léa, je vois cette petite fille et je me demande si un jour, quelqu'un d'autre échouera à la sauver comme j'ai échoué. Je ne dors plus. Je ne peux plus manger. Je ne peux plus respirer sans sentir la fumée. Je ne peux plus vivre sans porter ce poids.
Camille le serre plus fort, comme si elle pouvait absorber une partie de sa douleur par la seule force de son étreinte. Et moi, je reste là, debout près d'eux, comprenant enfin l'ampleur du gouffre qui s'était creusé dans cette famille sans que personne ne le voie vraiment. Le docteur Fontaine, je demande doucement. Il t'aide ? Julien acquiesce faiblement. Il dit que j'ai un trouble de stress post-traumatique, que c'est normal après ce que j'ai vécu. Mais je n'arrive pas à y croire. Je n'arrive pas à accepter que je sois brisée à ce point. Alors je continue à aller aux séances. Mais je ne vous en parle pas parce que j'ai honte. Honte d'être faible, honte de ne pas pouvoir gérer ça tout seul. Cette révélation nous laisse tous sans voix. Le poids de 3 mois de souffrance silencieuse, de mensonges par omission, de douleurs cachées, remplit la pièce comme une présence tangible. Mais au milieu de tout ce chagrin, il y a aussi quelque chose d'autre qui commence à émerger. Une petite lueur d'espoir, fragile, mais réelle. Parce que maintenant, la vérité est là, exposée dans toute sa cruauté, et nous pouvons enfin commencer à la affronter ensemble au lieu de la laisser ronger Julien de l'intérieur. Camille prend le visage de son mari entre ses mains, l'oblige à la regarder, et lui dit d'une voix ferme, malgré les larmes qui coulent toujours sur ses joues. « Tu n'es pas faible. Tu es l'homme le plus fort que je connaisse. Mais tu ne peux pas porter ça tout seul. Nous sommes une famille. Nous portons les fardeaux ensemble, toujours. » Et à cet instant précis, dans ce salon silencieux de Lyon où 3 personnes pleurent ensemble, quelque chose commence à se reconstruire. Ce n'est pas la guérison, pas encore, mais c'est le premier pas vers elle. Les semaines qui ont suivi cette soirée de révélation ressemblent à un long et difficile processus d'apprentissage pour nous tous, une période de reconstruction où chaque jour apporte son lot de petites victoires et de moments de doute. Julien accepte enfin que sa famille connaisse toute la vérité, sans filtre ni omission, et avec cette acceptation vient une forme de soulagement palpable qui, bien qu'encore fragile et précaire, lui permet de respirer un peu mieux, de dormir quelques heures de plus chaque nuit. Le docteur Fontaine, conscient de l'importance du soutien familial dans ce type de situation, nous invite généreusement, Camille et moi, à participer à plusieurs séances thérapeutiques communes pour mieux comprendre ce qu'est réellement le trouble de stress post-traumatique et comment nous pouvons, concrètement, aider Julien à traverser cette épreuve sans précédent dans nos vies. Le cabinet du docteur Fontaine est situé dans cet immeuble moderne de la rue Garibaldi que je connais désormais si bien, presque trop bien. C'est un espace délibérément apaisant et accueillant, avec des murs peints dans des tons crème et beige qui évoquent à la douceur, des plantes vertes luxuriantes disposées stratégiquement dans chaque coin pour créer une atmosphère de vie et de croissance, et une grande fenêtre panoramique qui offre une vue magnifique sur les toits en tuiles romaines de Lyon, cette ville qui a vu naître et grandir tant de générations de ma famille. Le psychologue lui-même est un homme d'une 50aine d'années bien sonné, aux cheveux grisonnants soigneusement coiffés et au regard profondément bienveillant qui inspire immédiatement la confiance et le respect. Il parle avec une douceur mesurée, choisissant chaque mot avec une précision chirurgicale, créant un espace où la vulnérabilité devient non pas une faiblesse, mais une force. Le trouble de stress post-traumatique n'est absolument pas une faiblesse de caractère ou un manque de courage, nous explique-t-il lors de notre première rencontre commune, ses mains jointes devant lui dans un geste qui évoque à la fois la compassion et l'autorité professionnelle. C'est une réaction parfaitement normale et prévisible à un événement profondément anormal et traumatisant. Le cerveau de Julien a été confronté à quelque chose de tellement bouleversant, de tellement contraire à l'ordre naturel des choses, qu'il n'arrive tout simplement pas à le traiter et à le classer comme un souvenir ordinaire parmi tous les autres. C'est précisément pour cette raison qu'il revit constamment cette scène traumatisante, qu'il est assailli par des cauchemars récurrents et terrifiants, qu'il évite inconsciemment ou consciemment tout ce qui pourrait lui rappeler de près ou de loin cet événement tragique. Camille, toujours si organisée et méthodique dans sa manière d'aborder les problèmes, pose énormément de questions au docteur Fontaine, prend des notes détaillées dans un petit carnet bleu qu'elle a acheté spécialement pour ses séances, veut absolument tout comprendre dans les moindres détails pour pouvoir mieux aider et soutenir son mari qu'elle aime plus que tout. Je l'observe avec un mélange complexe de fierté maternelle et de tristesse profonde,
voyant ma fille faire preuve d'une force intérieure et d'une résilience que je ne lui connaissais pas vraiment auparavant. Elle, qui avait toujours été la douce, la discrète, la conciliante de la famille, celle qui évitait les conflits à tout prix, se transforme progressivement sous mes yeux en un véritable pilier de soutien inébranlable pour l'homme qu'elle a choisi d'épouser il y a 10 ans, refusant catégoriquement de le laisser sombrer plus profondément encore dans l'abîme de son traumatisme. Julien, quant à lui, reste majoritairement silencieux lors de ses premières séances communes, comme un enfant puni qui ne sait pas comment s'exprimer. Il écoute attentivement les explications du docteur Fontaine, acquiesce parfois d'un hochement de tête presque imperceptible, mais on voit distinctement qu'il lutte encore férocement contre l'idée qu'il mérite vraiment cette aide, qu'il a véritablement le droit de souffrir et de l'exprimer, qu'il n'est pas obligé de porter ce fardeau écrasant en solitaire. Le docteur Fontaine nous explique avec patience que cette résistance psychologique est tout à fait normale et attendue dans son cas, que beaucoup de pompiers, de policiers, de militaires, de soignants, bref, tous ceux qui sont socialement et culturellement censés être les sauveurs infaillibles, les héros sans peur, ont énormément de mal à accepter l'idée qu'ils peuvent eux aussi avoir besoin d'être sauvés, qu'ils ont le droit d'être fragiles et humains. À la maison, nous instaurons progressivement de nouveaux rituels quotidiens qui visent à créer un environnement plus sain et plus transparent. Julien ne se cache plus systématiquement dans la voiture quand il rentre du travail comme il le faisait avant. Certains soirs, particulièrement difficiles, il a encore besoin de quelques minutes de solitude avant d'entrer dans la maison, de ce petit moment de transition pour décompresser et rassembler ses forces, et nous respectons absolument cela sans le juger ni le presser. Mais maintenant, Camille sait exactement pourquoi il a besoin de ce temps. Elle comprend ce qui se passe dans sa tête et dans son cœur, et elle l'attend avec une patience infinie et une compréhension profonde, au lieu de s'inquiéter dans l'ignorance angoissante comme auparavant. D'autres soirs, quand la journée a été moins éprouvante, il entre directement dans la maison, s'assoit à la grande table de la cuisine en chêne massif que nous avons acheté ensemble chez un antiquaire de la Croix-Rousse, et raconte sa journée avec une honnêteté désarmante, y compris les moments les plus difficiles, les interventions qui ont réveillé des souvenirs douloureux, les fois où il a dû s'isoler quelques minutes dans les vestiaires pour respirer profondément et se recentrer avant de pouvoir continuer. Léa, notre petite Léa qui avait involontairement ouvert cette porte avec sa question innocente et dévastatrice, comprend à sa manière ce qui se passe dans sa famille, avec cette intelligence émotionnelle étonnante que possèdent parfois les enfants. Camille et Julien ont pris le temps de lui expliquer la situation en utilisant des mots simples et adaptés à son âge de 9 ans. Sans mentir, mais sans non plus l'accabler de détails trop lourds, que papa avait vécu quelque chose de très très triste dans son travail de pompier et qu'il avait besoin d'aide professionnelle pour aller mieux, pour guérir de cette blessure invisible. Léa a simplement hoché la tête avec ce sérieux touchant des enfants qui sentent que quelque chose d'important se joue. Puis elle s'est approchée spontanément de son père, l'a enlacé avec ses petits bras et lui a dit d'une voix claire et assurée qu'elle l'aimait très très fort et que rien ne changerait jamais cela. Ce moment d'une simplicité bouleversante, cette démonstration si pure d'amour inconditionnel venant d'une enfant, a fait pleurer Julien à chaudes larmes, mais pour la première fois depuis des mois interminables, c'étaient des larmes de soulagement profond et de gratitude plutôt que de désespoir absolu. 1 mois après la grande révélation qui a bouleversé nos vies, Julien prend une décision importante et courageuse qui témoigne de sa volonté réelle de guérison. Il demande officiellement une mutation interne au sein de la caserne des pompiers de Lyon. Au lieu de continuer sur le terrain dans les interventions d'urgence qui le confrontent quotidiennement à des situations potentiellement traumatisantes, il fait le choix difficile mais nécessaire de travailler à la formation des nouvelles recrues, ces jeunes hommes et femmes pleins d'idéalisme qui rêvent de sauver des vies. C'est un choix déchirant pour lui, parce qu'il aime profondément son métier de terrain. Il aime cette adrénaline, cette sensation unique et irremplaçable de sauver des vies in extremis, de faire la différence entre la vie et la mort, mais il comprend aussi, avec l'aide du docteur Fontaine, que pour l'instant, pour sa santé mentale et pour sa famille, il a besoin de s'éloigner temporairement des situations qui déclenchent systématiquement ses crises d'angoisse et réactivent son traumatisme.
Le capitaine de la caserne, un homme robuste et bourru, nommé Bertrand Moreau, qui connaît Julien depuis ses tout débuts, comme jeune recrue pleine d'enthousiasme il y a 15 ans, accepte immédiatement sa demande, sans poser de questions embarrassantes, et lui assure avec une tape amicale dans le dos qu'il pourra revenir sur le terrain opérationnel quand il sera prêt, si jamais il le souhaite un jour, que sa place sera toujours là pour lui. Cette transition professionnelle majeure n'est pas du tout facile psychologiquement. Julien se sent parfois complètement inutile et déconnecté, comme s'il abandonnait lâchement ses collègues qui continuent à risquer leur vie quotidiennement, comme s'il fuyait ses responsabilités fondamentales de pompier. Il vit avec cette culpabilité lancinante qui le ronge de l'intérieur. Mais le docteur Fontaine, lors de leurs séances individuelles hebdomadaires, ainsi que Camille dans leurs longues conversations nocturnes, lui rappelle constamment et patiemment qu'il ne fuit absolument pas, qu'il ne fait pas preuve de lâcheté, qu'au contraire, il se soigne activement, qu'il fait preuve d'un immense courage en acceptant de prendre soin de lui-même au lieu de continuer à s'autodétruire par orgueil ou par un sens du devoir mal placé. Et petit à petit, jour après jour, cette nouvelle routine professionnelle commence effectivement à porter ses fruits visibles. Les cauchemars atroces qui le réveillaient en sursaut toutes les nuits diminuent progressivement en fréquence et en intensité dévastatrice. Les crises d'angoisse paralysantes, celles qui le réveillaient parfois en pleine nuit, haletant comme s'il manquait d'air, trempé de sueur froide et tremblant de tous ses membres, deviennent heureusement moins fréquentes. Il recommence à dormir des nuits presque complètes, parfois même 6 ou 7 heures d'affilée, à manger avec un véritable appétit retrouvé, à rire sincèrement aux blagues innocentes de Léa qui essaie toujours de le faire sourire. Mais le chemin tortueux vers la guérison complète n'est jamais linéaire ni prévisible, et nous l'apprenons durement à nos dépens un soir glacial de février, alors que Lyon est enseveli sous une rare et magnifique chute de neige qui transforme la ville en carte postale féerique. Julien et Camille sont venus dîner chez moi avec Léa, comme nous le faisons religieusement tous les dimanches soirs depuis des années, une tradition familiale que nous chérissons tous. L'atmosphère est joyeuse, presque miraculeusement normale après tous ces mois difficiles, et je me surprends à penser avec un optimisme prudent que peut-être, juste peut-être, nous avons vraiment dépassé le pire de cette tempête émotionnelle. Puis, au beau milieu du repas, alors que nous mangeons mon coq au vin traditionnel, la télévision que j'avais laissée allumée dans le salon adjacent diffuse soudainement un bulletin d'information spécial avec cette musique d'urgence qui glace le sang. Un terrible incendie vient de se déclarer dans un immeuble ancien du quartier historique de la Croix-Rousse. Les images en direct montrent des flammes gigantesques et dévastatrices qui dévorent littéralement l'édifice de pierre centenaire, des gens terrifiés aux fenêtres qui appellent désespérément à l'aide, des pompiers qui luttent héroïquement contre le brasier infernal avec leurs lances à incendie. C'est le genre de reportage dramatique qu'on a tous vu des dizaines, peut-être même des centaines de fois dans nos vies, mais pour Julien, en cet instant précis, c'est radicalement différent. Il se fige instantanément comme une statue de sel, sa fourchette suspendue en l'air à mi-chemin entre son assiette et sa bouche, les yeux rivés hypnotiquement sur l'écran de télévision, incapable de détourner le regard. Son visage devient d'une pâleur spectrale et cadavérique en quelques secondes à peine. Sa respiration s'accélère dangereusement jusqu'à devenir une série de halètements rapides et superficiels, et en l'espace de quelques secondes terrifiantes, il est pris d'une crise de panique monumentale en règle. Camille réagit immédiatement avec une efficacité remarquable qui témoigne de tout ce qu'elle a appris lors des séances avec le docteur Fontaine, éteignant rapidement la télévision et s'agenouillant aussitôt près de lui, posant ses mains apaisantes sur ses épaules tremblantes, lui parlant doucement et calmement d'une voix rassurante, lui rappelant méthodiquement les techniques de respiration profonde que le docteur Fontaine lui a enseignées pour gérer ce genre de crise. Mais Julien ne l'entend manifestement pas. Il est complètement ailleurs, prisonnier de son esprit, piégé psychologiquement dans ce 3e étage en flammes de son passé, tenant dans ses bras cette petite fille qui ne respirait déjà plus. Léa, profondément effrayée et bouleversée par la réaction violente et incompréhensible de son père qu'elle n'a jamais vu dans un tel état, commence à pleurer doucement, des larmes silencieuses qui coulent sur ses joues rougies. Je la prends immédiatement dans mes bras protecteurs
et l'emmène rapidement dans ma chambre pour la préserver de cette scène traumatisante, refermant la porte derrière nous et lui chantant doucement une vieille berceuse lyonnaise que je chantais à Camille quand elle était petite pour la calmer et la rassurer. Tandis que dans la salle à manger, de l'autre côté de la porte, Camille continue inlassablement à parler à Julien d'une voix ferme mais douce, à l'ancrer progressivement dans le présent, à lui rappeler encore et encore qu'il est en sécurité ici, qu'il est à la maison avec sa famille qu'il aime, que l'incendie qu'il voit n'est pas celui de son passé, que c'est terminé. Cela prend presque 20 minutes interminables avant que Julien ne revienne vraiment à lui, avant que son regard retrouve une forme de lucidité et de présence. Quand il le fait enfin, il est complètement épuisé, vidé de toute énergie, honteux au-delà de ce que les mots peuvent exprimer. Il s'excuse encore et encore de manière presque compulsive, se reprochant amèrement d'avoir gâché la soirée familiale, d'avoir effrayé sa fille adorée, de ne pas être assez fort pour contrôler ses réactions. Mais Camille refuse catégoriquement ses excuses, lui rappelant fermement mais avec tendresse que ce n'est absolument pas de sa faute, que c'est une partie normale et attendue du processus complexe de guérison, que ces rechutes temporaires sont parfaitement normales et ne signifient en aucun cas qu'il échoue ou qu'il régresse dans sa thérapie. Cette nuit-là, longtemps après qu'ils soient tous partis dans la voiture silencieuse, après que Camille ait ramené Julien encore tremblant et Léa confuse à la maison, je reste éveillée pendant des heures dans mon lit, fixant le plafond familier de ma chambre sans pouvoir trouver le sommeil, repensant intensément à tout ce qui s'est passé depuis cette question apparemment anodine de Léa il y a maintenant presque 2 mois. Je pense à toutes les fois où j'ai failli me tromper complètement, où j'ai soupçonné Julien des pires trahisons conjugales alors qu'en réalité, il se battait courageusement contre des démons invisibles et terrifiants que personne ne pouvait voir. Je pense à la fragilité extrême de nos certitudes les plus ancrées, à la facilité déconcertante avec laquelle nous pouvons mal interpréter les signes les plus évidents, voire de la tromperie et de la malveillance, là où il n'y a que de la douleur insupportable et un besoin désespéré d'aide. Mais je pense aussi, avec une gratitude profonde qui me réchauffe le cœur, à la résilience extraordinaire de cette famille que j'aime tant, à la façon remarquable dont nous nous sommes tous rassemblés instinctivement autour de Julien au lieu de nous effondrer et de nous disperser dans la panique et le jugement. Je pense à Camille, ma fille merveilleuse, qui aurait pu légitimement se sentir trahie et abandonnée par tous ses secrets accumulés pendant des mois, mais qui a choisi consciemment et courageusement de comprendre et de soutenir, plutôt que de condamner. Je pense à Léa, cet enfant extraordinaire qui, avec sa question innocente et directe, a littéralement sauvé son père sans même le comprendre ou le réaliser. Et je pense à moi-même, à la grand-mère têtue et déterminée que je suis, qui a refusé obstinément de détourner le regard et d'ignorer les signes alarmants, qui a creusé sans relâche jusqu'à trouver la vérité, même si cette vérité s'est révélée être quelque chose de complètement différent et infiniment plus complexe que ce qu'elle imaginait au départ. Le printemps arrive doucement et progressivement sur Lyon, transformant graduellement la ville en un magnifique tableau vivant de couleurs pastel délicates et apaisantes. Les cerisiers centenaires du parc de la Tête d'Or fleurissent dans une explosion de rose et de blanc, leurs pétales tombant comme une neige parfumée sur les allées où se promènent les familles. Les terrasses animées des cafés traditionnels se remplissent joyeusement de gens, profitant du soleil, encore timide mais prometteur du printemps. Et la vie semble reprendre son cours normal et rassurant après le long hiver sombre et difficile que nous venons de traverser ensemble. Julien continue assidûment sa thérapie hebdomadaire avec le docteur Fontaine, continue son travail gratifiant à la caserne où il forme avec passion les nouvelles recrues, leur transmettant non seulement les techniques de sauvetage mais aussi l'importance cruciale de prendre soin de leur santé mentale, continue à reconstruire patiemment sa vie un jour à la fois, 1 heure à la fois parfois. Il a encore des mauvais jours inévitables, des moments pénibles où le poids écrasant du passé devient trop lourd à porter et menace de le submerger complètement. Mais il a appris progressivement, grâce à la thérapie et au soutien indéfectible de sa famille, à demander de l'aide immédiatement au lieu de souffrir en silence et de porter ce fardeau mortel en solitaire comme il le faisait auparavant. Un samedi après-midi ensoleillé du mois d'avril,
alors que je garde Léa, pendant que ses parents profitent d'une rare sortie en amoureux au cinéma, suivie d'un dîner dans leur restaurant préféré près des quais de Saône, ma petite fille, qui est en train de m'aider à plier du linge propre, me regarde soudainement avec ses grands yeux bleus curieux et intelligents qui lui sont si caractéristiques et me demande avec cette franchise désarmante des enfants. « Mamie, est-ce que papa va vraiment aller complètement mieux un jour ? Est-ce qu'il va redevenir comme avant ?» Je m'arrête immédiatement de plier le drap que j'étais en train de manipuler et m'assieds calmement à côté d'elle sur le canapé confortable du salon, prenant le temps de réfléchir à ma réponse. Comment expliquer à une enfant de seulement 9 ans que la guérison psychologique n'est pas un chemin droit et simple, qu'il y a inévitablement des hauts et des bas, des progrès encourageants et des rechutes décourageantes, mais qu'au final, oui, avec du temps, beaucoup de patience, de l'amour inconditionnel et du soutien constant, les blessures invisibles de l'âme peuvent effectivement cicatriser et guérir ? Oui, ma chérie adorée. Je lui réponds en caressant tendrement ses cheveux blonds soyeux qui brillent dans la lumière de l'après-midi. Ton papa va aller mieux, j'en suis absolument certaine. Peut-être pas demain matin, peut-être pas la semaine prochaine ou même le mois prochain, mais il ira progressivement mieux. Parce qu'il a une famille extraordinaire qui l'aime de tout son cœur, parce qu'il a trouvé le courage immense de demander de l'aide professionnelle quand il en avait besoin, et parce que les blessures, même les plus profondes et les plus douloureuses, finissent toujours par guérir quand on en prend soin avec attention et amour. Léa hoche la tête pensivement, semblant satisfaite et rassurée par cette réponse honnête, puis retourne tranquillement à son activité de coloriage qu'elle avait commencée sur la table basse. Mais moi, je reste assise là pendant un long moment, regardant avec émotion cette petite fille extraordinaire qui, sans le savoir ni le vouloir, a déclenché une véritable révolution salvatrice dans notre famille, et je me dis avec une conviction profonde que parfois, les questions les plus simples et les plus innocentes ouvrent effectivement les portes les plus importantes et les plus nécessaires de nos vies. 6 mois se sont écoulés depuis cette soirée où tout a explosé au grand jour. L'été lyonnais bat son plein, la chaleur transforme les rues en fournaises, et les habitants se réfugient dans les parcs ombragés ou sur les bords du Rhône pour échapper à la canicule. C'est un dimanche matin, et toute la famille est réunie dans le jardin de Camille et Julien pour un barbecue, tradition estivale que nous maintenons depuis des années. L'atmosphère est légère, presque insouciante. Julien s'occupe du grill, retournant les merguez et les côtelettes avec une concentration appliquée, pendant que Camille prépare les salades dans la cuisine, dont la porte-fenêtre grande ouverte laisse entrer une brise bienvenue. Léa court dans le jardin avec les enfants des voisins, leur rire résonnant dans l'air chaud. Je suis installée sous le grand parasol, un verre de citronnade à la main, observant cette scène de bonheur ordinaire avec un mélange de gratitude et d'émerveillement. Ce qui me frappe le plus, c'est le changement dans le regard de Julien. Il y a 6 mois, ses yeux étaient éteints, hantés par des fantômes invisibles. Aujourd'hui, même s'il reste parfois une ombre de tristesse quand il croit que personne ne le regarde, il y a aussi de la lumière, de la vie, de l'espoir. Il rit aux blagues de son beau-frère Philippe, discute football avec mon gendre Marc, et quand Léa court vers lui pour lui montrer une coccinelle qu'elle a trouvée, il la soulève dans ses bras sans hésitation, sans cette crispation que j'avais remarquée auparavant. Le docteur Fontaine nous avait prévenu que le processus serait long, que la guérison d'un traumatisme profond ne se mesure pas en semaines ou en mois, mais parfois en années. Julien continue ses séances hebdomadaires et probablement qu'il les continuera encore longtemps, mais il a appris à vivre avec son TSPT au lieu d'être écrasé par lui. Il a compris que certains jours seront plus difficiles que d'autres, que certains déclencheurs réactiveront la douleur, mais qu'il n'est plus seul face à cette tempête intérieure. Camille sort de la cuisine avec une grande saladière de tomates fraîches du marché, celles qui sentent vraiment l'été, et vient s'asseoir à côté de moi à l'ombre. Elle pose la salade sur la table et me sourit, ce sourire radieux qui illuminait son visage quand elle était enfant et que j'avais cru perdu à jamais pendant ces mois terribles. « Tu sais, maman, dit-elle doucement, je repense souvent à cette soirée où tu as débarqué pour confronter Julien. Sur le moment, j'étais tellement en colère contre toi. J'avais l'impression que tu te mêlais de ce qui ne te regardait pas, que tu cherchais des problèmes là où il n'y en avait peut-être pas.
Mais tu lui as sauvé la vie. Tu nous as tous sauvés. Je prends sa main dans la mienne, sentant les larmes me monter aux yeux malgré moi. Non, ma chérie, c'est Léa qui vous a sauvé avec sa question. Et c'est toi qui as sauvé Julien en choisissant de comprendre au lieu de juger, de rester à ses côtés au lieu de t'enfuir. Moi, je n'ai fait que pousser une porte qui devait être ouverte tôt ou tard. Camille secoue la tête, insistant. Tu sous-estimes ce que tu as fait. Sans toi, Julien aurait continué à se détruire en silence jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le docteur Fontaine nous a dit que beaucoup de pompiers, de policiers, de soldats finissent par se suicider parce qu'ils portent leur traumatisme seuls, parce qu'ils croient que demander de l'aide est une faiblesse. Tu as brisé ce cycle. Ces mots me touchent profondément, mais je ne sais pas quoi répondre. Alors je me contente de serrer sa main plus fort et nous restons là, assises côte à côte, regardant Julien rire avec les autres hommes autour du barbecue, Léa danser sur l'herbe avec ses amis, toute cette vie normale et précieuse qui aurait pu être détruite si la vérité n'était jamais sortie. Plus tard dans l'après-midi, alors que le repas est terminé et que la plupart des invités sont partis, ne reste que nous quatre, la famille nucléaire. Léa s'est endormie dans le hamac à l'ombre, épuisée par ses jeux, et Camille est montée faire une sieste. Je me retrouve seule avec Julien, qui range tranquillement les chaises de jardin et nettoie le grill encore tiède. « Laisse, Julien, » je lui dis. « Je vais t'aider. » Il me sourit et me tend un torchon. Nous travaillons en silence pendant quelques minutes, un silence confortable, sans tension. Puis, sans que je m'y attende, il s'arrête et me regarde directement dans les yeux. « Monique, je ne vous ai jamais vraiment remercié pour ce que vous avez fait. »« Tu n'as pas besoin de me remercier, » je réponds doucement. « Si, j'en ai besoin, » insiste-t-il. « Vous auriez pu me juger, me condamner, me traiter de menteur. Vous auriez pu dire à Camille de me quitter, de protéger Léa en s'éloignant de moi. Au lieu de ça, vous avez creusé jusqu'à trouver la vérité. Et quand vous l'avez trouvée, vous ne m'avez pas abandonné. Vous êtes restés, vous avez compris. Vous nous avez tous aidés à traverser ça. Je vous dois la vie, littéralement. » Ses yeux se remplissent de larmes, et les miens aussi. Je pose le torchon et m'approche de lui, posant ma main sur son bras. « Tu ne me dois rien, Julien. Tu es comme un fils pour moi. Et on ne laisse pas tomber ses enfants, jamais, peu importe ce qu'ils traversent. » Il m'étreint alors, ce grand homme fort qui a sauvé des dizaines de vies au cours de sa carrière, mais qui a failli perdre la sienne parce qu'il croyait devoir être invincible. Nous restons ainsi pendant un long moment dans ce jardin baigné de soleil et je sens qu'un cycle se referme, qu'une blessure commence vraiment à cicatriser. Quand nous nous séparons, Julien essuie ses yeux et me regarde avec une détermination nouvelle. « J'ai décidé quelque chose », annonce-t-il. « Je vais commencer à donner des conférences dans les casernes pour parler du TSPT, pour encourager mes collègues à demander de l'aide s'ils en ont besoin. » Le capitaine Bertrand m'a proposé de participer à un programme de sensibilisation et j'ai accepté. Si mon histoire peut empêcher ne serait-ce qu'un seul pompier de sombrer comme j'ai failli le faire, alors tout ce que j'ai traversé aura eu un sens. Cette révélation me remplit d'une fierté immense. Voir cet homme transformer sa douleur en quelque chose de positif, utiliser son expérience pour aider les autres, c'est la preuve ultime que la guérison n'est pas juste possible. Elle est réelle. C'est une merveilleuse idée, je dis avec émotion. Tu vas sauver des vies d'une manière différente, mais tout aussi importante. Il acquiesce, un petit sourire se dessinant sur ses lèvres. Le docteur Fontaine dit que c'est une partie importante de ma thérapie, transformer le traumatisme en action positive. Et puis, je veux que Léa soit fière de moi, qu'elle grandisse, en sachant que son père n'est pas parfait, qu'il a eu des moments de faiblesse, mais qu'il a eu le courage de demander de l'aide et de continuer à avancer. À cet instant précis, comme si elle avait entendu prononcer son nom, Léa se réveille dans le hamac et court vers nous, encore un peu ensommeillée, ses cheveux blonds en bataille. Elle se jette dans les bras de son père, qui la soulève en la faisant tournoyer, arrachant des éclats de rire à la petite fille. En les regardant, je repense à cette question apparemment anodine qu'elle avait posée il y a 6 mois. Cette question qui avait tout déclenché. « Vovo, por
que o papai troca de roupa e chora dentro do carro antes de entrar em casa? Une question si simple et si innocente, mais qui contenait en elle le pouvoir de tout changer. Sans cette question, Julien serait peut-être encore prisonnier de son silence. Sans cette question, Camille continuerait à vivre dans l'ignorance du combat quotidien de son mari. Sans cette question, notre famille aurait continué à se fissurer lentement, invisiblement, jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Le soir tombe sur Lyon, peignant le ciel de teintes orangées et roses. La chaleur de la journée commence enfin à s'atténuer, remplacée par une brise fraîche qui fait danser les feuilles du grand chêne au fond du jardin. Camille nous rejoint, reposée de sa sieste, et nous nous installons tous les quatre autour de la table de jardin pour partager une limonade glacée et les dernières fraises de la saison. Léa raconte avec enthousiasme sa journée, les jeux qu'elle a inventés avec ses amis, la coccinelle qu'elle a sauvée d'une araignée, tous ces petits événements qui constituent l'univers merveilleux d'une enfant de 9 ans. Julien et Camille l'écoutent avec attention, posant des questions, riant de ses histoires, et je les observe avec le regard attendri d'une grand-mère qui a failli perdre tout ça. « Tu sais, Léa, » je dis soudain, interrompant son flot de paroles, « tu es une petite fille, très courageuse. » Elle me regarde, surprise, ses grands yeux bleus écarquillés. « Pourquoi tu dis ça, mamie ?»« Parce que tu poses des questions, même quand elles sont difficiles. Parce que tu ne fais pas semblant de ne pas voir les choses qui ne vont pas. Et c'est ça, le vrai courage. Pas de ne jamais avoir peur, mais de regarder en face ce qui nous fait peur et d'oser en parler. » Léa réfléchit un instant à mes paroles, puis sourit. « C'est papa qui m'a appris ça. Il dit toujours qu'un bon pompier, c'est quelqu'un qui sait quand demander de l'aide. » Julien et Camille échangent un regard chargé d'émotion, et je vois des larmes briller dans leurs yeux. Ce moment, cette phrase simple prononcée par une enfant, résume tout ce que nous avons appris au cours de ces 6 derniers mois. Que demander de l'aide n'est pas une faiblesse, c'est une force. Que porter ses fardeaux seul ne fait pas de vous un héros, ça fait juste de vous quelqu'un qui souffre inutilement. Que la vraie force se trouve dans la vulnérabilité, dans le courage d'avouer qu'on n'en peut plus, qu'on a besoin des autres. La nuit finit par tomber complètement sur Lyon, et les premières étoiles commencent à apparaître dans le ciel d'été. Je rentre chez moi vers 22 heures, épuisée mais heureuse, le cœur rempli d'une paix que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. En conduisant à travers les rues éclairées de la ville, je repense à tout ce chemin parcouru, à toutes les larmes versées, à toutes les peurs affrontées. Je pense à cette version de moi-même d'il y a 6 mois, celle qui était convaincue que son gendre la trahissait, qui voyait des preuves d'infidélité dans chaque comportement étrange, chaque secret. Je pense à combien j'avais tort, et en même temps, à combien j'avais raison d'écouter mon instinct, de ne pas ignorer les signes, même si je les avais mal interprétés au début. Parce qu'au final, quelque chose n'allait vraiment pas. Il y avait vraiment un secret terrible qui menaçait de détruire cette famille. Ce n'était simplement pas le secret que j'imaginais. C'était quelque chose de plus profond, de plus douloureux, de plus humain. C'était le secret d'un homme qui portait le poids de la mort d'une enfant, qui se sentait coupable d'avoir échoué, qui croyait devoir souffrir seul pour protéger ceux qu'il aimait. 1 semaine plus tard, je reçois un appel de Camille. Sa voix est excitée, presque enfantine dans son enthousiasme. « Maman, tu ne devineras jamais. Julien a donné sa première conférence aujourd'hui à la caserne. Il y avait plus de 50 pompiers, et après son témoignage, 5 d'entre eux sont venus le voir en privé pour lui dire qu'ils vivaient des choses similaires et qu'ils ne savaient pas à qui en parler. Il leur a donné les coordonnées du docteur Fontaine et d'autres psychologues spécialisés. Maman, il a vraiment fait une différence. » En écoutant ma fille me raconter cette victoire, je sens mon cœur se gonfler de fierté et de joie. Julien ne se contente pas de guérir. Il utilise sa guérison pour aider les autres. Il transforme son traumatisme en quelque chose de positif, de constructif, de salvateur. Les mois continuent de passer, l'été cède la place à l'automne, puis à l'hiver. Les feuilles du parc de la Tête d'Or se parent de couleurs flamboyantes avant de tomber. Lyon se couvre de givre et de brouillard, et la vie suit son cours avec ses hauts et ses bas.
Julien a des bons jours et des mauvais jours, mais les bons commencent à être plus nombreux que les mauvais. Il continue ses conférences, devient une voix reconnue dans la communauté des premiers secours pour la sensibilisation au TSPT. Des pompiers d'autres villes l'invitent à venir parler, et lentement mais sûrement, il construit un nouveau sens à sa carrière, une nouvelle façon d'être un héros. 1 an après cette fameuse question de Léa, nous nous retrouvons tous réunis pour fêter le 10e anniversaire de la petite. C'est une belle journée de printemps et Camille a organisé une grande fête dans le jardin avec tous les amis de Léa, les voisins, la famille étendue. L'atmosphère est joyeuse, légère, remplie de rires d'enfants et de conversations animées. À un moment donné, alors que je suis en train d'aider à couper le gâteau d'anniversaire, une immense pièce montée en forme de château de princesse que Camille a passé des heures à décorer, Julien vient se placer à côté de moi. Il porte un pull léger et un jean. Ses cheveux légèrement plus longs qu'avant lui donnent un air décontracté, presque jeune. Mais ce qui me frappe le plus, c'est la tranquillité dans ses yeux, cette paix intérieure qui remplace enfin les ombres qui les hantaient. « Vous savez ce que le docteur Fontaine m'a dit lors de ma dernière séance ?» me dit-il, en regardant Léa souffler ses bougies, entourée de ses amis qui chantent à tue-tête. « Non. Quoi ?» Il m'a dit que je n'aurais probablement jamais complètement guéri de ce qui s'est passé, que cette cicatrice restera toujours avec moi. Mais il m'a aussi dit que ce n'est pas grave, que ce qui compte, c'est d'apprendre à vivre avec, à ne plus laisser cette cicatrice définir qui je suis. Il marque une pause, puis se tourne vers moi avec un sourire. Et vous savez quoi? Je crois qu'il a raison. Je pense encore à cette petite fille tous les jours. Mais maintenant, au lieu de me sentir écrasée par la culpabilité, j'essaie de me rappeler que j'ai fait tout ce que je pouvais. Et j'essaie de vivre ma vie d'une manière qui aurait rendu sa mort moins vaine, en aidant d'autres personnes à ne pas sombrer comme j'ai failli le faire. Je pose ma main sur son bras, ému par ses paroles, par le chemin qu'il a parcouru depuis cette soirée terrible où tout a été révélé. Tu es un homme extraordinaire, Julien. Ne l'oublie jamais. Il sourit, embrasse ma joue, puis rejoint sa fille, qui l'appelle pour qu'il vienne jouer avec elle et ses amis. Je reste là, debout près de la table couverte de gâteaux et de bonbons, regardant cette famille que j'ai failli perdre. Cette famille qui a survécu à la tempête et en est sortie plus forte, plus unie, plus consciente de sa propre fragilité et de sa propre force. Et tandis que le soleil de printemps brille sur Lyon, que les rires d'enfants résonnent dans le jardin, que Camille et Julien se tiennent par la main en regardant leur fille grandir, je réalise que parfois, les questions les plus simples ouvrent les portes les plus importantes. Que parfois, ce qui ressemble à une trahison est en réalité un appel au secours silencieux. Que parfois, la vérité fait plus mal qu'on ne l'imaginait, mais qu'elle est aussi la seule chose qui peut vraiment nous libérer. Léa avait demandé « Pourquoi papa pleure-t-il dans la voiture ?» Et en cherchant la réponse à cette question, nous avions découvert bien plus qu'un secret. Nous avions découvert la fragilité cachée derrière la force, la douleur dissimulée sous le sourire, l'humanité profonde d'un homme qui croyait devoir être un super-héros, alors qu'il avait juste besoin qu'on lui dise qu'il avait le droit d'être humain. Cette histoire ne s'est pas terminée avec un happy end parfait, parce que la vie réelle ne fonctionne pas comme ça. Julien continue sa thérapie, probablement qu'il la continuera encore pendant des années. Il a encore des cauchemars parfois, encore des moments où la simple vue d'un reportage sur un incendie le ramène à cette nuit terrible. Mais il n'est plus seul. Il a sa famille, il a son thérapeute, il a une communauté de collègues qui comprennent ce qu'il traverse parce qu'ils l'ont vécu eux-mêmes. Et surtout, il a appris que demander de l'aide n'est pas une faiblesse, c'est la plus grande force qu'un être humain puisse posséder. Il a appris que porter ses fardeaux seul ne fait pas de lui un héros, ça fait juste de lui quelqu'un qui souffre inutilement. Il a appris que la vraie bravoure, ce n'est pas de ne jamais tomber, c'est de se relever chaque fois qu'on tombe et de ne pas avoir peur de tendre la main vers ceux qui nous aiment pour qu'ils nous aident à nous relever. Et moi, Monique Laurent, grand-mère têtue qui a failli tout gâcher avec ses soupçons mal placés, j'ai appris que parfois, suivre son instinct est la bonne chose à faire, même si les raisons qu'on imagine sont fausses. J'ai appris que la vérité, aussi douloureuse soit-elle,
est toujours préférable au confort des illusions. J'ai appris qu'une famille qui affronte ensemble les tempêtes les plus terribles peut en sortir non pas brisée, mais forgée dans un acier plus résistant. Et surtout, j'ai appris qu'une simple question posée par une enfant de 9 ans peut sauver une vie, peut sauver une famille, peut changer tout le cours d'une histoire qui semblait se diriger vers une fin tragique. Alors, si vous êtes là, de l'autre côté de cet écran, vivant votre propre tempête silencieuse, portant vos propres fardeaux invisibles, ou aimant quelqu'un qui semble se noyer sans que vous sachiez comment l'aider, souvenez-vous de ceci. Les questions difficiles valent toujours la peine d'être posées. La vérité, aussi terrible soit-elle, est toujours préférable au mensonge. Et demander de l'aide n'est jamais, jamais une faiblesse. C'est la chose la plus courageuse que vous puissiez faire. Et vous, auriez-vous eu ce courage ? Ce courage de fermer une porte derrière laquelle se trouvaient 28 années de votre vie ? Ce courage de monter dans un train sans savoir ce qui vous attendait à l'arrivée ? Je vous pose cette question non pas pour vous juger, mais parce que je sais que beaucoup d'entre vous qui m'écoutez en ce moment connaissent ce poids. Ce poids de rester quand tout en vous supplie de partir. Ce poids de se taire quand votre dignité exige de parler. Quand j'ai vendu cette maison ce matin de septembre, je ne savais pas si je faisais preuve de courage ou de folie. Même aujourd'hui, avec tout le recul que j'ai, je ne suis pas certaine de connaître la différence. Ce que je sais, c'est qu'à 57 ans, j'ai enfin compris quelque chose d'essentiel. Nous ne sommes jamais trop âgés pour nous choisir, jamais trop fatigués pour recommencer, jamais trop marqués par la vie pour mériter une seconde chance. Je voudrais vraiment savoir ce que vous ressentez en ce moment précis, après avoir écouté mon histoire. Est-ce que quelque chose a résonné en vous ? Est-ce que vous vous êtes reconnu dans mes silences, dans mes années d'effacement, dans cette clarté brutale qui arrive parfois au moment où on s'y attend le moins ? Laissez-moi un commentaire, même si ce n'est que quelques mots. Dites-moi d'où vous m'écoutez aujourd'hui, que ce soit de votre cuisine, de votre salon, ou peut-être assise au bord de votre lit dans cette maison qui ne ressemble plus vraiment à un foyer. Dites-moi aussi, sincèrement, si vous auriez pris la même décision que moi. Auriez-vous vendu cette maison à midi ? Auriez-vous pris ce train vers l'inconnu ? Ou auriez-vous choisi un autre chemin, une autre forme de courage qui m'échappe encore ? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Il n'y a que nos vérités à chacune, forgées par nos vies uniques, par nos blessures personnelles, par nos forces que nous ne connaissons pas toujours nous-mêmes. Si cette histoire vous a touché au point de sentir votre gorge se serrer, si elle a réveillé quelque chose que vous aviez enfoui très loin, alors s'il vous plaît, abonnez-vous à cette chaîne. Parce que des histoires comme la mienne ne sont pas rares. Elles sont partout autour de nous, portées par des femmes qui ont appris à se faire petites, qui ont survécu en silence, qui ont attendu pendant des décennies d'être enfin vues. Ces histoires méritent d'être racontées, et vous méritez de savoir que vous n'êtes pas seul. Peut-être que vous aussi, vous avez connu cette douleur particulière de lire un message qui vous efface d'un trait. Peut-être que vous aussi, vous avez passé des années à servir le café sur une table où personne ne vous voyait vraiment. Peut-être que vous êtes assise en ce moment même dans une cuisine qui ressemble étrangement à la mienne, vous demandant si vous avez encore la force de partir ou si c'est déjà trop tard pour vous. Laissez votre témoignage dans les commentaires. Votre histoire compte. Votre voix mérite d'être entendue. Je ne suis pas une héroïne. Je ne suis qu'une femme qui a pris une décision un matin de septembre parce qu'elle ne pouvait plus respirer dans la vie qu'elle menait. Mais si mon histoire peut donner ne serait-ce qu'à une seule personne le courage de se choisir, de partir, de respirer enfin librement, alors chaque mot que j'ai partagé aujourd'hui aura eu un sens profond. Alors dites-le moi. Écrivez-le dans les commentaires. Votre message, aussi court soit-il, peut être exactement ce dont une autre femme a besoin pour trouver sa propre force. Certaines d'entre vous me diront peut-être que vous êtes resté, que vous avez choisi de rester malgré tout, et que ce choix vous a aussi demandé un courage immense. Je vous crois. Je vous respecte profondément. Parce que le courage prend 1000 visages différents, et chacune de nous fait ce qu'elle peut avec les cartes que la vie lui a distribuées. Votre courage de rester, votre courage de reconstruire sur place, votre courage de pardonner ou simplement de continuer, tout cela mérite également d'être reconnu et honoré. D'autres me diront que vous êtes parti
il y a longtemps déjà, que vous avez fermé votre propre porte, pris votre propre train, reconstruit votre propre vie loin de celui qui ne vous voyait plus. Si c'est votre cas, racontez-moi. Dites-moi comment vous avez trouvé cette force, ce qui s'est passé après, comment vous allez aujourd'hui. Parce que vos histoires de renaissance donnent de l'espoir à celles qui hésitent encore, à celles qui se demandent si la vie peut vraiment recommencer après 50, 60, 70 ans. Et puis il y a peut-être celles qui sont encore dans cette cuisine, qui lisent ce genre de message en ce moment même, qui se demandent si elles auront jamais le courage que j'ai trouvé ce matin-là. À vous, je veux dire ceci avec toute la tendresse dont je suis capable. Vous êtes plus forte que vous ne le croyez. Les années que vous avez perdues ne définissent pas les années qu'il vous reste à vivre. Et vous choisir votre propre dignité, votre propre bonheur, votre propre existence, ce n'est jamais de l'égoïsme. C'est de la survie. C'est de l'amour-propre. C'est un acte révolutionnaire à n'importe quel âge. Alors voilà ce que je vous demande aujourd'hui avant de passer à la suite de mon histoire qui vous attend dans le prochain chapitre. Commentez, partagez votre vérité, dites-moi d'où vous m'écoutez et ce que mon histoire a éveillé en vous. Abonnez-vous pour ne pas manquer la suite, parce que ce que j'ai découvert après avoir vendu cette maison va bien au-delà de ce que vous imaginez. Et surtout, si cette histoire vous a fait du bien, si elle vous a donné ne serait-ce qu'un instant de clarté ou de réconfort, partagez-la avec d'autres femmes qui en ont besoin. Nous ne sommes pas seuls. Nous ne l'avons jamais été. Nous sommes des milliers, des millions même, à avoir connu ce silence, cet effacement, cette douleur de n'être jamais assez. Mais nous sommes aussi des milliers à avoir trouvé la force de partir, ou la force de rester et de transformer, ou simplement la force de continuer à respirer un jour après l'autre. Et c'est ensemble, en partageant nos histoires, en brisant ces silences qui nous ont étouffés pendant si longtemps, que nous rappelons au monde entier que nous existons, que nous comptons, que nous méritons d'être vus. Alors prenez quelques secondes maintenant. Laissez votre empreinte dans les commentaires. Dites au monde que vous étiez là, que vous avez écouté, que vous avez ressenti, parce que votre voix compte. Aujourd'hui, demain, toujours. Et la suite de mon histoire vous attend, prête à vous révéler des vérités encore plus profondes sur ce que signifie vraiment se libérer d'une vie qui n'était jamais vraiment la nôtre.